Monsieur le chancelier, messieurs et mesdames les représentants des ministères qui ont joué un rôle capital dans ce qui va suivre, on aura l'occasion de les remercier ultérieurement. Donc, je suis là en tant que président du comité Sciences, Éthique et Société, à qui la tâche avait été confiée de réfléchir au serment du doctorant. Ça rentrait tout à fait dans nos champs d'investigation, puisque nous nous intéressons beaucoup à l'intégrité scientifique et de façon plus générale au rapport entre la science et la société. Alors, je veux dire que personnellement, étant médecin, je suis docteur en médecine et docteur en sciences, donc j'avais un intérêt particulier pour le sujet parce que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate il y a de très très nombreuses années. Et ce serment, il est intéressant parce qu'il était le premier à avoir existé dans le domaine. Et il correspondait à quelque chose d'important d'une certaine façon parce qu'il comportait beaucoup d'éléments qui devaient, qui devraient et qui doivent normalement conduire la façon dont les médecins doivent se comporter dans leur vie professionnelle. Alors, il y avait beaucoup de choses un petit peu déplacées qui ont dû être modifiées avec le temps, mais le principe était là. Alors, l'idée est venue d'envisager un serment du même type pour les sciences. Alors, c'était particulièrement intéressant à un moment où, justement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ici même en particulier, réfléchissaient sur ce que doit être la position du scientifique dans la société, quels sont les devoirs du scientifique et les éléments de sa conduite par rapport à son travail, ses résultats. Alors, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses sous un tel panorama. Alors, on pense bien sûr, et M. Coulon qui est ici, le sait mieux que personne, directrice de l'Office également, que l'intégrité est un élément essentiel, mais ce n'est pas le seul. Il y a la façon de regarder la science, la façon de regarder ses résultats, ses collègues, tout un ensemble de conduites. Et l'idée de le formaliser par un serment qui existait déjà dans certains pays, notamment en Suisse et ailleurs aussi, est apparue comme un progrès important qui était inscrit dans une loi et qui a donc donné lieu au serment qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc je ne dirai pas plus. Je vais remercier encore notamment Madame Ruffy, Madame Pommier qui ont joué un rôle très important, Pierre Léna qui au sein du Conseil a joué un rôle déterminant, et ainsi que Pierre Corvol qui va nous rejoindre en fin de séance. Il est malheureusement pas libre à l'instant et qui nous dira quelques mots également sur la façon dont il voit ce serment par rapport au développement général de l'intégrité scientifique tel qu'il l'a vu et dans son rapport qui maintenant a pris toute l'importance que vous savez. Voilà, donc je vais laisser ma place à Pierre Léna qui va introduire les orateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François pour cette introduction. Bienvenue à tous et je donne aussitôt la parole à Madame Sylvie Pommier qui est présidente du réseau national des collèges doctoraux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très honorée d'être ici et ravie en fait de participer à cet événement qui permet en fait finalement d'installer, enfin on va dire de célébrer cette nouvelle pratique de prestation de serment pour les docteurs. Alors, au niveau du réseau national des collèges doctoraux, peut-être que je vais le raconter un peu, faire la petite histoire. On avait demandé plein de choses dans le cadre de la LPR pour le doctorat. On avait d'ailleurs, beaucoup de choses sont passées, on en était ravis, mais on n'avait pas demandé ce serment, ça a été une surprise, donc qu'on doit
sénateur Pierre Ouzoulias, qui pourra nous en parler. Et effectivement, dès qu'on a su en fait qu'il y avait ce serment d'intégrité scientifique prononcé à l'issue de la soutenance, tout de suite, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions. Alors les premières, ça a été pourquoi est-ce que le serment n'est pas prononcé dès le premier jour de la thèse, puisqu'on cherche à faire reconnaître les doctorants comme des chercheurs en phase de formation, mais chercheurs dès le premier jour de leur thèse, et un serment prononcé à l'issue de la soutenance, doit veiller à ne pas donner l'impression qu'en fait, ils ne sont chercheurs qu'après le doctorat. Donc, ça a été complètement pris en compte au moment où le texte a été rédigé. Et effectivement, non seulement le texte du serment qui est présenté ici veille à bien prendre en compte le fait que une recherche scientifique exigeante, respectant les principes d'intégrité scientifique est pratiquée dès le début, dès le premier jour de la thèse. Mais par ailleurs, ce serment s'inscrit dans un dispositif complet avec effectivement dans la charte du doctorat un texte qui est inclus et donc qui s'applique dès le premier jour. Le décret en fait sur l'intégrité scientifique de 2021 qui lui aussi s'applique à tout le monde dans les laboratoires, y compris les doctorants, et un ensemble qui est complet. La deuxième question qu'on s'était posée, c'est que ce moment, enfin cette prestation de serment, elle va être très symbolique, elle va participer à la reconnaissance du doctorat, et on s'était interrogé sur le fait de ne pas donner l'impression, là aussi, que en prêtant serment, on annonçait d'une certaine manière que le doctorat, c'était une préparation au métier de chercheur uniquement. La plupart des serments qui sont prononcés sont des serments de prestation de serment à l'entrée dans une profession. Et là, c'est à l'obtention d'un diplôme, donc c'est assez différent finalement. Et donc, il était important en fait que ce soit vraiment une prestation de serment sur une parole de confiance, qu'on puisse faire confiance dans la parole des docteurs, finalement, quel que soit leur secteur d'activité. La formation par la recherche, elle développe des compétences, des méthodes, une façon de voir le monde, une façon de pratiquer en fait ces activités, sont un rapport au savoir qui est spécifique et qui est précieux et qui doit être finalement un atout quel que soit le secteur professionnel dans lequel on est. Alors, donc on sait effectivement tout tel que ça a été fait, ça répond tout à fait à toutes ces préoccupations. Et alors peut-être quelques mots maintenant sur la façon dont c'est mis en œuvre. Donc je dois dire que quand c'est arrivé, ça a suscité beaucoup d'intérêt, mais on n'avait pas encore le texte. Donc il y a eu vraiment deux moments importants. C'était le moment où on a su qu'il allait y avoir cette prestation de serment, on s'est posé un certain nombre de questions. Et puis à partir du mois de juin, quand le texte a commencé à circuler, et puis qu'il y a eu des discussions autour du texte. Alors là, on a eu des réactions un peu différentes, des réactions très positives, avec des jeunes docteurs qui ont commencé à prêter serment en avance de phase. On en a quelques-uns qui pourront témoigner ici ce soir. Et puis des réactions qui étaient peut-être moins positives. La première, ça a été finalement à quoi ça sert de prêter serment? Ce n'est que symbolique. Alors oui, ce n'est que symbolique, mais les symboles, surtout dans un pays de culture comme la France, on sait à quel point c'est important. Et oui, c'est symbolique, mais prêter serment devant un public, devant ses pairs, à l'oral, publiquement, c'est aussi quelque chose qui engage fortement et qui engage non seulement celui qui prononce le serment, mais tous ceux qui dans la salle l'écoutent et qui reçoivent en fait cette prestation de serment et cet engagement public à avoir cette conduite intègre dans son rapport au savoir. Donc oui, c'est symbolique, mais c'est pas pour autant que c'est pas important et que c'est pas quelque chose qui va participer à la reconnaissance du doctorat. Le deuxième point, c'est effectivement que ça arrivait à un moment, je dirais, critique dans la société, où on sait à quel point les relations peuvent être tendues entre sciences et société, et à quel point la parole des chercheurs n'est pas, même si c'est peut-être une des professions dans lesquelles les gens expriment le plus de confiance, on a actuellement beaucoup de doutes qui sont exprimés, beaucoup de défiance envers la science, et ce moment, cette prestation de serment, aujourd'hui, en ce moment, elle est particulièrement importante. Alors, ça nous a conduit finalement à mettre en place un petit peu dans tous les établissements. On en parlait dans nos réunions du Réseau national des collèges doctoraux qu'on avait la semaine dernière. Bon, voilà, tout le monde met en place ces prestations de serment. Je pense que partout, on sera prêt pour que ça démarre bien au 1er janvier comme c'est prévu. Mais bon, voilà, ça s'est passé, ça a demandé de la mise en place. Toutes nos chartes du doctorat ont été remises en place. Dans certains établissements, le nôtre par exemple, à l'Université Paris-Saclay, on a aussi
profiter de cette occasion pour revoir toute la liste des spécialités. Parce que là, vous voyez, il y a marqué « Parvenu à l'issue de mon doctorat en XXX », et là, c'est la spécialité de doctorat. Et ça, c'est quelque chose qui est normal, puisqu'effectivement, on fait autorité ou on est expert dans son domaine scientifique, et on n'est pas fondé à venir s'exprimer en tant que docteur dans des domaines dans lesquels on n'est pas du tout compétent. Donc c'est très bien qu'effectivement, il y ait la spécialité ici, mais on s'est rendu compte que nos spécialités, elles n'étaient pas du tout faites pour être prononcées à l'oral et pas intégrées dans une phrase comme ça. Donc ça nous a demandé un petit travail, et je ne vous dis pas à quel point ça a suscité des réactions diverses et variées au sein de l'établissement, de changer effectivement les intitulés des spécialités pour cette occasion. Donc c'était intéressant, mais ça nous a finalement voilà, demandé pas mal de réflexion, et je crois qu'aujourd'hui on a eu des retours, quelques expressions de déplaisir, mais aussi beaucoup d'intérêt et beaucoup de retours positifs de nos doctorants. Et maintenant, nous attendons en fait la suite, le début, pour voir comment ça va se passer. Alors, j'en profite aussi pour vous dire qu'on fait une enquête du Réseau national des collèges doctoraux. On va essayer de la faire tous les ans. Hein. On en a fait une l'année dernière, on va la reproduire cette année. Et on posera une question pour avoir voilà, un retour du terrain auprès des doctorants sur comment ils voient les choses, quel est leur avis sur la question. Et je serai ravie de vous transmettre tout ça. Donc, merci. Merci beaucoup, madame. Avant de donner la parole à madame Ruffy, nous allons entendre l'ensemble des témoignages qui va durer à peu près 1 heure. On a un petit quart d'heure de retard. Et nous rassemblerons toutes les questions, celles à nos 2 intervenantes du début, comme celles aux jeunes et à leurs encadrants, pour le débat qui suivra. Ça évitera de revenir sur les questions si vous en êtes d'accord. Donc, je vous donne la parole, madame Ruffy, qui est la présidente de l'Office de l'intégrité scientifique, et qui a été évidemment notre interlocutrice extrêmement attentive, et que je remercie pour la collaboration que nous avons pu mener sur ce serment entre l'Académie et votre office. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier pour la co-organisation ce soir de cet événement, l'Académie des sciences et le RNCD. Et puis effectivement, on a eu des échanges fréquents et tout à fait intéressants pour la genèse du texte que vous voyez ici, et l'Office vous en remercie très sincèrement. Alors, pourquoi cette initiative est particulièrement intéressante pour l'Office ce soir? C'est parce qu'elle s'inscrit à la croisée de 2 mission de l'Office. Une première mission qui est une mission d'observatoire national du développement des politiques d'intégrité scientifique en France. Et assurément, ce serment est une pièce maîtresse de ce dispositif pour les raisons qui ont déjà été évoquées, la forte portée symbolique. Et sans surprise, il a d'ailleurs attiré l'attention de pas mal de pays étrangers qui sont venus vers l'Office en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé en France ? Comment vous êtes arrivé à avoir un serment, puisque la France est le seul pays, c'est une première mondiale, le seul pays qui demande à tous ses docteurs de prêter serment sur l'intégrité scientifique. Donc il y a eu vraiment une attention au-delà de l'Hexagone très très nette. Deuxième mission qui est concernée directement par l'Office, c'est la mission d'accompagnement des acteurs. Et là, vraiment, l'objectif pour nous, c'est d'aider au mieux, de faciliter l'appropriation de ce serment, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. Sylvie Pommier l'a rappelé, c'est pas quelque chose qui est consensuel, et il y a tout un tas d'arguments parfaitement intéressants qui sont échangés. Et je crois il est essentiel de rappeler, et Pierre Ouzoulias le fera, je ne vais pas le faire à sa place, il est essentiel de rappeler quelles étaient les motivations pour ce serment, qui est parfois à tort perçu comme une sorte d'ingérence d'autres composantes de la société dans les affaires académiques, alors que c'est vraiment la démarche inverse qui était visée, de valorisation de la parole scientifique, etc. Donc je pense, et l'Office, c'est une de ses missions, de toujours rappeler quelle était la motivation du législateur pour faire advenir ce serment, qu'il soit bien compris et, encore une fois, bien approprié par les acteurs directement concernés. Alors, il nous a paru pour cela intéressant de recueillir des premiers témoignages. L'Office diffusera les vidéos de vos témoignages pour
source d'inspiration en quelque sorte pour les autres docteurs qui succéderont pour prêter serment, parce que l'intégrité scientifique, c'est pas seulement des grands principes, mais c'est aussi parfois des engagements personnels très forts. Et donc on se réjouit d'incarner les engagements envers l'intégrité scientifique par des témoignages, les premiers témoignages des docteurs. Donc il me reste vraiment à remercier très vivement ceux qui vont témoigner ce soir, d'avoir répondu dans un délai de temps si court à notre appel à témoignage. Il y avait très très peu de temps pour répondre, donc on se réjouit vraiment que vous soyez là ce soir, avec pour certains d'entre vous vos encadrants. À la fin de la séance, Pierre Ouzoulias, donc le sénateur Pierre Ouzoulias, sera en première ligne pour rappeler la raison d'être de ce serment et vous poser des questions, ainsi que Thierry Coulon, qui donc président de l'autorité publique indépendante, qui porte en France la mission du développement de l'intégrité scientifique mise en œuvre par l'Office. Je ne vais pas être plus longue et je cède avec un grand plaisir la parole à nos jeunes docteurs. Merci. Bien, merci madame. Je vais donc appeler à tour de rôle les 5 groupes, parfois une personne, parfois plusieurs. Donc nous commençons par Jimmy Da Silva, qui, s'il veut bien se mettre devant le micro ici, qui a soutenu sa thèse à Sorbonne Université en robotique dans le cadre d'un contrat CIFRE. Nous vous écoutons. Exactement. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Et je voudrais d'abord remercier l'Académie des sciences, le réseau national des collèges doctoraux et l'Office d'avoir organisé cette soirée, de me permettre de prendre la parole ici ce soir. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Jimmy Da Silva. J'ai eu ma thèse en automatique et robotique le 9 septembre 2022. Donc, en fait, 2 semaines après la publication du décret du 26 août 2022. Par rapport à... Donc voilà. Et mon sujet portait sur la sécurité et l'automatisation, la potentielle automatisation du placement de vis dans la colonne vertébrale par l'utilisation de la robotique et en particulier d'un capteur de conductivité électrique qui était fourni et développé par l'entreprise Spanguard dans laquelle je faisais partie. Donc, comme je le disais, mon travail a été partiellement cofinancé par l'ANRT via le programme CIFRE, comme il a été dit par M. Léna. Donc, j'avais à la fois les pieds dans la partie académique avec l'entreprise et Sorbonne Université, mais aussi du côté de l'entreprise avec donc la tutelle de l'entreprise Spanguard. Donc les questions d'intégrité scientifique me sont arrivées très rapidement en fait, même s'il n'y avait pas encore connaissance de ce serment-là, parce que donc puisque j'étais à la fois co-encadré par l'académique et l'entreprise, s'est posé rapidement les questions de publication, de résultats ou non. En effet, en entreprise, il est nécessaire de faire preuve de grande vigilance vis-à-vis de ce qui est rendu public. Les résultats, on ne voudrait pas qu'ils soient mal interprétés et qu'ils puissent nuire à l'entreprise. Donc, ça nous a en fait permis de réfléchir à ce qui était nécessaire de breveter, ce qu'il fallait approfondir avant de publier dans des journaux ou bien dans des conférences internationales. Et donc, alors que, à l'inverse, en tant que chercheur, je trouve en tout cas que donc, lorsqu'on est doctorant, on est plutôt poussé à essayer de publier au maximum. Donc, dès qu'on a des résultats, on tente sa chance en fait pour obtenir une publication dans une conférence internationale de renommée. Donc, on essaie de prendre toutes les chances pour avoir une grande publication. Donc, on a plutôt tendance à vouloir tout publier. Donc, avec mes encadrants, Guillaume Morel, qui est ici directeur de thèse, doctorant il y a bien longtemps, directeur de thèse, mais aussi directeur du laboratoire, et donc Stéphane Bent, qui va prendre la parole juste après moi. On a eu, disons, des échanges parfois un peu houleux sur
des avis divergents sur le fait qu'il faille publier ou pas publier, qu'est-ce qui était publiable tout de suite, qu'est-ce qu'il fallait mieux maturer avant de le publier. Donc c'est aussi des questions que j'aimerais qu'on aborde un petit peu ce soir, parce que je pense que c'est important. Mais pour en revenir au serment, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai appris son existence en fait à peu près une semaine avant de soutenir. Donc j'étais un petit peu stressé, et c'était des choses en plus à rajouter le jour même de la soutenance. Donc disons qu'à sa lecture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Pommier, je voyais ça plutôt comme une banalité, quelque chose à faire, mais qui n'avait pas forcément de sens. Et en fait, je pense que j'en ai vraiment pris conscience de la portée de ce serment au moment où je l'ai dit devant mes pairs, et surtout en fait devant l'ensemble des membres de la société Spingarde, et aussi de la société dans laquelle je viens d'être embauché. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de ces mots-là, et sur le fait que l'important, même après le doctorat, et même si on sort du cadre académique, de continuer à avoir les réflexions que j'ai eues pendant mon doctorat, en fait. Donc finalement, j'étais, à ma grande surprise, très ému au moment de l'énonciation de ce serment. J'ai étonné beaucoup de mes camarades parce que beaucoup n'en avaient pas du tout entendu les lignes que j'avais lues. Et de plus, si je peux rajouter quelques mots, je pense que si j'avais eu connaissance de ce serment au préalable dans mes premières années de doctorat, par exemple, donc, vous l'avez dit maintenant, il va être écrit dans la charte du doctorant, je pense que ça m'aurait aidé et ça m'aurait peut-être réconforté, ça aurait appuyé mes arguments plutôt, lorsque j'ai eu certains échanges avec Monsieur Morel et Bette ici présents. J'invite maintenant Stéphane Bette ou peut-être Guillaume Morel. Merci beaucoup, Monsieur Morel et Monsieur Bette. Donc, vous avez tous les deux la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'accueillir ici pour témoigner dans le contexte donc d'une collaboration entre une entreprise privée et les chercheurs de Sorbonne Université en robotique. Tout d'abord, la première chose que je voudrais partager avec l'audience, c'est l'immense satisfaction d'avoir fait ce travail collaboratif qui a porté des fruits énormes en termes d'invention, en termes d'algorithmes, en termes d'expérimentation, en termes également de publication, puisque nous sommes mis d'accord et nous avons publié d'excellents résultats. Je crois que Guillaume en parlera un peu plus tout à l'heure. Je pense qu'il faut comprendre une chose aussi, c'est que pour une société comme la nôtre, notre technologie, elle a presque 20 ans aujourd'hui. Elle a été développée d'ailleurs par deux grands esprits, un neurochirurgien irlandais, Karen Bolger, à Dublin, et un physicien français, Maurice Bourlion, qui je crois est membre de l'Académie des sciences de Saint-Étienne. Et on a toujours eu cette conviction depuis il y a presque 20 ans qu'un jour elle allait avoir un rôle crucial dans la chirurgie robotique, parce qu'elle est capable de fournir une donnée très importante au robot lorsque des gestes chirurgicaux critiques sont effectués, en particulier par exemple des perçages dans les vertèbres ou dans le squelette humain. Donc il y avait effectivement beaucoup d'affect et le travail qu'on a fait avec Sorbonne Université était vraiment au cœur de notre stratégie d'entreprise. Donc à partir de là, il était, comme Jimmy l'a un petit peu évoqué, il était crucial pour nous d'être extrêmement vigilants. Sur ce qu'on publiait. On n'était pas prêt à publier des travaux intermédiaires, on voulait avoir des résultats bien aboutis. On voulait surtout pas que la concurrence puisse nous décrédibiliser dans la valeur de notre technologie, dans l'application particulière médicale qu'on voudrait faire valoir. Et également, comme Jimmy l'a expliqué, avoir le temps de protéger l'innovation. Et on a déposé des brevets français, américains et internationaux à partir du travail qui a été effectué. Donc une importance majeure qui explique aussi pourquoi il peut y avoir création à un certain moment de situation de friction
mais qu'on a résolu, je pense, avec en ayant beaucoup d'écoute et de respect les uns pour les autres, et avec beaucoup de succès. Moi, ce que je voudrais simplement dire pour généraliser, puisque en tant que représentant d'une société privée, j'ai conscience que dans un milieu académique, je suis un petit peu le vilain petit canard. Nous, on est une société on fait donc des dispositifs médicaux. Alors, les dispositifs médicaux, c'est extrêmement réglementé. Et la notion d'intégrité, en fait, elle est cruciale. Elle est cruciale en entreprise également. Vous avez parlé de confiance tout à l'heure. Je pense que une société, elle fonctionne d'abord sur la confiance entre la direction et les employés. Elle fonctionne avec la confiance avec les partenaires, qu'ils soient scientifiques, industriels, commerciaux. Elle fonctionne aussi et d'abord par la confiance des clients, sans qui le business model n'existe pas. Je pense que si une entreprise veut s'inscrire dans la durée, elle doit être honnête, elle doit être intègre. Il y a évidemment des contre-exemples, mais je pense qu'ils ne tiennent pas dans la durée. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il y a un alignement excellent entre la notion de prêter serment pour des chercheurs et la notion, de façon plus générale, de veiller à ce que chaque individu d'une société soit intègre. On répond aux exigences réglementaires, par exemple, par des systèmes qualité extrêmement compliqués, qui sont un peu des monstres de documentation. On explique ce qu'on va faire, ensuite on démontre qu'on a effectivement fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et puis après on explique que ce qu'on a fait répond aux exigences réglementaires. Mais tout ça n'a absolument aucune valeur et s'écroule immédiatement si les individus au quotidien qui font le travail, qui délivrent les conceptions des dispositifs médicaux, en particulier dans notre cas, ne sont pas intègres. Donc cette notion d'intégrité est centrale et voilà, moi en tant que chef d'entreprise, je suis très content d'avoir du sang neuf qui arrive et qui a prêté serment d'intégrité avec évidemment l'apport scientifique que nous apporte la qualité des chercheurs français. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage, Monsieur Morel. Merci et merci de nous donner la possibilité d'apporter ce témoignage. Donc ce que Jimmy Da Silva et Stéphane Bett viennent de nous dire illustre parfaitement l'importance de la question de l'intégrité dans la recherche en général, dans la formation par la recherche évidemment, et puis dans la recherche partenariale. Je suis très content qu'on commence par un exemple de recherche partenariale. Donc on vous a dit que cette thèse est faite dans le dispositif CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche. 10% des doctorants, donc des futures personnes qui vont faire ce serment, aujourd'hui sont financés par ce dispositif. Vous avez compris que, et ça a été bien expliqué, que c'est un contexte qui ne facilite pas ou qui ne clarifie pas la question de l'intégrité quand on fait de la recherche, parce qu'il y a des objectifs qui sont parfois différents. Et notre rôle était de faire qu'ils ne soient pas divergents, mais qu'ils soient convergents. Et Jimmy a joué un rôle important dans ce... Enfin, je pense que vous l'avez senti dans ce qu'il a dit. Il n'était pas du tout passif dans ce dispositif. Donc la recherche partenariale, c'est quelque chose qui est très important pour notre pays. C'est aussi, si je peux me permettre de le préciser, parce que parfois on pense que les thèses CIFRE sur le plan académique peuvent être un peu moins brillantes ou en moyenne que d'autres. Alors je voudrais dire féliciter Jimmy parce que ce matin même, il était dans une autre académie, celle de médecine, où il a reçu avec son collègue Elie Sagbidi le prix Charpak du Bousset, qui récompense donc l'excellence de sa recherche doctorale, ce qui est une belle journée d'académie pour lui. Donc on peut aussi faire de la bonne recherche qui se publie bien dans ce contexte, et des brevets qui protègent bien les inventions. Maintenant, pour en revenir à la question de l'intégrité, effectivement, les questions qui se sont posées, elles complexifient la réflexion parce qu'il y a des enjeux différents. Quand on va se demander si on publie ou si on ne publie pas, quand on est dans un cercle purement académique, c'est des questions scientifiques. Est-ce que les résultats sont prêts? Est-ce qu'ils sont assez consolidés? C'est facile à traiter. Lorsqu'il y a d'autres enjeux, on se demande si on n'est pas influencé par ces enjeux. Et donc on doit projeter ça. Et je voudrais dire que pour y arriver, on s'est appuyé sur 3 piliers
qui sont des piliers importants dans la pratique de la recherche, et dont je suis content que tu aies pu t'appuyer dessus. Le premier, c'est le doute, le questionnement, et en ceci, amener le serment dès le début de la thèse et discuter de cette question et poser directement la question de l'intégrité est, à mon avis, très important, puisque quand on se l'est posé, on a déjà franchi une étape importante. Le deuxième, c'est le débat, la contradiction, on appelait ça autrefois la dispute, c'est-à-dire d'être capable ensemble de poser les arguments et à plusieurs et pas à une seule personne d'avancer sur les questions pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes et pour lesquelles il y a plusieurs pistes. Et le troisième, c'est le collectif. Jimmy a fait sa thèse dans un laboratoire, dans une équipe de recherche et avec d'autres doctorants, avec d'autres petites mains de la science, on aurait pu dire Françoise Vaquet ici présente, des gens qui au quotidien font la recherche dans ce collectif de laboratoire et qui ont les mêmes questions. Et on a des réunions d'équipe, on présente nos travaux, on présente nos interrogations, et c'est comme ça qu'on avance. Alors cette tribune n'est pas une tribune politique, mais donc je n'irai pas beaucoup plus loin dans mon commentaire, sauf à dire que nous gagnerions sans doute à ce que nos politiques publiques aillent prioritairement vers la dynamisation des collectifs que sont les laboratoires. Bon, quoi qu'il en soit, et pour conclure, je suis très content que Jimmy, comme d'autres personnes, m'aient fait la confiance de diriger leur thèse, et j'espère leur avoir transmis les éléments importants sur l'intégrité. Je suis très content qu'il ait pu prononcer ce serment. Il a dit qu'il était très ému. Il était vraiment très, très ému. Le texte n'étant pas encore très connu, je ne suis pas sûr que tous les mots aient été compris par tout le monde, du fait de cette émotion. Moi aussi, je l'étais. Je suis très content que tu aies pu le faire. Tu as bien mérité d'être parmi les premiers à le prononcer. Et je voulais remercier vous tous et toutes qui avez contribué à mettre en place ce dispositif. Il nous reste, nous, communauté de recherche, à nous en saisir, à le faire vivre, collectivement. Donc. Merci. Merci beaucoup et félicitations pour ce prix Charpak-Dosset, bien sûr. Nous savons le prix que Georges Charpak attachait aux applications médicales de la physique. Donc j'appelle maintenant Marilyn Lenné, qui a soutenu sa thèse le 7 novembre dernier à l'Université Paris-Saclay en épidémiologie et santé publique. Et son témoignage sera complété par l'intervention de sa directrice de thèse. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marilyn Lenoir-Lenné, je suis très honorée d'être ici ce soir parmi vous pour témoigner de cette prestation du serment d'intégrité scientifique qui était très importante pour moi. Comme vous l'avez dit, donc, j'ai soutenu ma thèse il y a quelques semaines, une thèse en santé publique et épidémiologie, que j'ai menée au sein d'une équipe INSERM, Institut national pour la santé et la recherche médicale, et qui m'a occupée pendant 3 années pour étudier le rôle de l'exposition hormonale sur les performances physiques chez les femmes françaises, une thèse que j'ai menée sous la direction de Marianne Canonico, ici présente. Et c'est d'ailleurs cette dernière qui m'a informée de la possibilité de prêter serment à l'issue de ma soutenance. Et j'ai accepté tout de suite. Voilà, j'ai accueilli cette proposition avec, je pense, beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai accepté de manière très naturelle. Je me suis pas vraiment questionnée à l'origine au moment où on me l'a proposé c'était vraiment très très naturel pour moi, et puis cette invitation m'a permis un petit peu d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que vraiment ça signifiait pour moi d'avoir prêté ce serment et pourquoi j'avais été aussi émue aussi. Et donc voilà, j'ai réfléchi et puis j'ai dégagé 3 raisons principales dont on a pu discuter avec Madame Lemeur et que je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Alors la première raison, c'est que d'une part, moi je suis sage-femme de formation initiale, donc j'ai une formation médicale.
C'est un métier, c'est un très très joli métier, mais c'est un métier de vocation. Il y a une culture de l'engagement. Les sages-femmes à l'heure actuelle n'ont pas de serment d'Hippocrate prévu comme pour les médecins. Mais il y a une forte culture de l'engagement au service des couples, au service des patientes et de leurs enfants. Et donc, au moment de mon diplôme d'État en 2011, toute la promotion avait choisi de prêter serment, un serment qu'on avait écrit nous-mêmes pour résumer la manière dont on voulait exercer notre art. Dans le respect de la personne, de l'éthique et de la déontologie. Et donc voilà, j'avais, je pense, cette appétence pour les serments et cette culture dans l'engagement. Le deuxième point, dont vous avez un petit peu parlé au début, tient, je pense, dans le fait que cette spécialité dans laquelle j'ai fait ma thèse, l'épidémiologie, a connu un bel essor ces dernières années. Maintenant, les gens savent ce que c'est que l'épidémiologie et un épidémiologiste. C'est une période qui m'a beaucoup questionnée. Qui m'a vraiment beaucoup questionnée parce que, voilà, à mon sens, le diplôme de doctorat, le grade de docteur, confère une sorte de légitimité à s'exprimer. Sur nos connaissances, sur notre domaine d'expertise, mais aussi induit vraiment une prudence à avoir, justement dans la manière dont on diffuse nos connaissances, nos opinions auprès du grand public. Et je pense que la société actuelle aura à relever dans les années futures des grands défis sociétaux. Et je pense que ce serment permettra d'accroître justement la confiance de l'opinion publique, de la société envers les chercheurs, envers la science, envers les scientifiques. Et je pense que c'est primordial pour les années à venir. Et donc vraiment, j'ai vraiment voulu prêter ce serment en ce sens. Et le dernier point, c'est que au moment de ma soutenance, j'avais plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui s'ouvraient à moi pour la suite. Plusieurs pistes professionnelles dans le secteur académique, dans le secteur public, où j'ai consacré 11 ans de ma vie et de ma carrière au service public. J'avais également des opportunités dans le privé. Et ça m'a beaucoup questionnée. Et ces mots du serment, quel que soit mon secteur ou mon domaine d'activité, ont vraiment résonné particulièrement pour moi. Parce que j'ai baigné dans cette culture de l'engagement, du service de l'autre. J'ai baigné dans les préjugés également sur justement le secteur privé. Et donc je pense que c'était pour moi une manière de m'auto-engager, justement quel que soit vraiment le chemin que j'allais choisir de prendre, à vraiment continuer à porter les valeurs avec lesquelles j'ai grandi et que j'ai exercé toute ma vie, et les valeurs qui me sont chères. Et je pense que ça m'a permis aussi de me libérer un petit peu vis-à-vis de ça. Et donc, quelques semaines après ma soutenance, j'ai choisi d'ailleurs de tenter l'aventure à l'étranger, dans le secteur privé. Voilà, donc je pense que ça m'a permis vraiment de m'auto-engager moi-même et de me libérer, de lever certaines barrières. Et donc j'ai prêté serment le 7 novembre à l'issue de ma soutenance. J'étais très très émue. Je pense que l'Assemblée l'était aussi. J'ai soutenu ma thèse en présence de ma famille, en présence de mes amis et collègues du secteur public, essentiellement des professionnels médicaux, paramédicaux, et en présence de mes pairs dans le domaine de la recherche et des chercheurs. Donc j'avais vraiment un public très divers. Et ce serment a été très très bien accueilli. J'ai même eu la chance qu'il soit filmé, donc je l'ai. J'ai ce souvenir-là, j'ai beaucoup de chance. Il a été largement applaudi. Et voilà, et aujourd'hui, j'en suis très très fière. Donc merci. Merci beaucoup. Madame Canonico,
donc directrice adjointe et de l'école doctorale et directrice de thèse de Marie-Lynne. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de nous avoir permis d'être ici ce soir. Donc voilà, moi je suis Marianne Canonico, je suis biologiste endocrinologue au départ et épidémiologiste sur la suite et donc chercheur INSERM. Et donc ce soir, voilà, je suis d'abord là au titre de la direction de thèse de Marie-Lynne, donc que j'ai eu la chance d'encadrer pendant 3 ans et qui furent 3 très belles années d'aventure scientifiques et humaines et qui ont conduit à vraiment un très joli travail. Donc encore bravo Marie-Lynne. Et puis je suis aussi là à titre justement de la direction adjointe de l'école doctorale. On a beaucoup de réunions avec Sylvie et voilà. Et finalement c'est avec un peu cette double casquette que je viens ce soir et peut-être aussi avec la casquette de la femme qui évolue dans une société, parce que finalement on n'est jamais des entités indépendantes et on est tout ça. Voilà, et donc voilà, et c'est assez agréable d'être ici ce soir et de se retrouver tous pour échanger sur ce thème-là. Et finalement, moi j'ai eu l'impression, en me posant un peu pour réfléchir à ce soir, que cette histoire, cette question de l'éthique, de l'intégrité scientifique, ça tourne quand même déjà depuis plusieurs années. Moi, j'ai l'impression que ça fait maintenant plus de 15 ou 20 ans que je fréquente le milieu de la recherche académique et je trouve que les choses ont déjà beaucoup évolué, ne serait-ce que maintenant dans les déclarations de conflits d'intérêts au moment de nos publications. Voilà, donc quand on doit déclarer nos financements. Et c'est quelque chose que moi, je faisais pas du tout au tout début de mes articles de thèse, par exemple. On n'avait pas à déclarer ça. Et maintenant, c'est extrêmement rigoureux, extrêmement précis. Et je trouve ça très bien. Et je trouve voilà, que c'est vraiment une première étape dans la recherche, justement, sur la transparence et l'intégrité avec laquelle on peut mener nos travaux. Et puis, il y a quelques années maintenant, et du coup, avec les écoles doctorales, les étudiants ont obligation de suivre durant leurs 3 années une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique. Et je trouve que ça a été vraiment pour eux une première étape. Et nous, au sein de notre école doctorale, on sait par les retours qu'on a de nos étudiants que c'est une formation qu'ils apprécient particulièrement. Alors certes, elle est obligatoire pour pouvoir soutenir sa thèse, et c'est très bien. Mais elle est particulièrement appréciée et les étudiants reviennent souvent en nous disant à quel point ça les a fait réfléchir, ça les a fait échanger, ça leur montre aussi finalement l'importance de ce qu'ils peuvent publier, de ce qu'ils peuvent écrire et la portée de tout ça. Et donc finalement, j'ai eu l'impression quand ce serment est arrivé, que c'était finalement la suite logique de toute cette démarche de réflexion au niveau de société sur justement l'éthique et l'intégrité scientifique. Alors, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir eu la connaissance de la mise en place de ce serment par le biais de la direction de l'école doctorale, puisque, voilà, c'est Sylvie qui nous envoie régulièrement des mails avec toutes les informations dont les écoles doctorales ont besoin. Et donc, en fait, voilà, moi, j'ai eu cette opportunité-là que d'autres directeurs de thèse n'auraient pas forcément eu si ils cherchent pas les infos ailleurs. Donc c'est vrai que moi on m'a servi l'information et du coup de façon très naturelle, j'en ai tout de suite parlé à Marie-Lynne qui effectivement a tout de suite été partante et comme elle l'a dit, je pense que ça a fait particulièrement écho à sa formation initiale, à son engagement auprès de son engagement éthique dans son activité d'abord clinique et puis maintenant scientifique. Alors, quand même, pour la petite histoire, donc Marie-Lynne, elle a été la première à prêter serment au sein de l'école doctorale de santé publique de Paris-Saclay, Paris-Est. Voilà, donc c'était à ce titre-là doublement sympathique de l'avoir suivi et doublement émouvant. Voilà, donc et à la fois au titre de la direction de thèse et de la direction de l'école doctorale. Et c'est vrai que c'est un moment qui a été particulièrement chargé d'émotions. Voilà, face à ses pairs, à sa famille, à ses collègues, à bon nombre d'étudiants de l'école doctorale qui sont venus l'écouter. Aussi parce qu'elle était la première à prêter serment. Et voilà, et c'est vraiment, je crois que ça restera un moment à la fois pour elle et à la fois pour moi, vraiment chargé d'émotions. Et puis finalement qui couronne aussi un petit peu tout cet engagement, parce que finalement, en tant que directeur de thèse ou en tant que directeur doctoral, ce serment résume en quelques phrases très
très profonde, finalement, toutes les valeurs qu'on essaie de transmettre pendant des années aux étudiants qu'on forme, aux jeunes chercheurs. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on a un diplôme que ça y est, on est chercheur, on est chercheur toute la vie, on se forme toute la vie. Et donc voilà, c'est des valeurs que vraiment on véhicule enfin voilà, chaque jour aux gens avec qui on travaille. Et puis enfin, et ça c'est peut-être plus la femme ou la mère de famille qui parle, je trouve que voilà, on a des jeunes qui sortent voilà de leurs écoles, de leurs facs, qui ont leur diplôme et finalement qui évoluent dans une société ou dans un monde qui est beaucoup plus incertain que celui dans lequel nous on est sortis de la fac. Et c'est rigolo parce que souvent, enfin j'ai l'impression que souvent on dit oui mais les jeunes ils rejettent les règles et ceci. Et en fait, bah pas du tout. Et moi en parlant avec, enfin voilà, j'ai 2 grands enfants et 2 petits. En tout cas en parlant avec les grands et avec leurs amis, enfin voilà, qui ont une vingtaine d'années, j'observe à quel point ils sont attachés justement à toute une certaine morale et toute une certaine éthique, bien plus que ce qu'on pourrait le penser. Et finalement, je pense que pour ces jeunes qui sortent et qui vivent dans un monde qui est quand même pas simple et qui est compliqué et qui est anxiogène, pouvoir se raccrocher à des choses très symboliques, c'est finalement très important. Voilà, et je pense qu'à tous ces titres-là, ce serment a une très longue vie devant lui. Et ben, merci à tous pour cette belle soirée. Merci, madame. J'appelle maintenant Aymen Danoun, qui a soutenu une thèse à Bordeaux en mécanique et qui sera suivie par son directeur de thèse. Je demanderai de tenir dans une douzaine de minutes, à vous deux peut-être. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Office de RNCD et l'Académie des sciences pour cette invitation. Je suis très ravi aujourd'hui. Je suis Aymen Danoun, docteur ingénieur en mécanique. Je viens de soutenir ma thèse récemment en novembre qui porte sur la simulation numérique de matériaux architecturés avec des approches hybrides, physique et intelligence artificielle. Et j'aimerais, en fait, avant de parler un petit peu du serment de docteur, j'aimerais quand même un petit peu relier cette question d'intégrité scientifique avec mon sujet de thèse. En fait, mon sujet de thèse, il y avait une grande partie qui portait sur l'intelligence artificielle. Et cette thématique, je pense que dans la société, les gens en général, ils se méfient un petit peu en fait de ça, en disant voilà que l'intelligence artificielle, c'est pas une science exacte, les résultats, les lois ne sont pas déterministes, tout simplement. Donc voilà, de manière naturelle, en commençant cette thèse, j'ai essayé avec mes encadrants à travers nos publications, à aussi mettre en avant les cas ou bien les résultats qui ne marchaient pas. Voilà, pour montrer un petit peu, voilà, que voilà, on sait faire des choses, mais il y a avec ces techniques en général d'intelligence artificielle, par exemple, il y a des résultats qui ne sont pas exploitables, qui sont faux tout simplement, qui voilà, l'intelligence artificielle ne pourrait pas, par exemple, résoudre ce problème, mais en parallèle, un domaine de validité pour d'autres résultats ou bien pour d'autres démarches. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit peu le lien entre mon sujet de thèse et la manière dont je me suis appuyé un petit peu sur l'intégrité scientifique pour mon sujet de thèse. Et voilà, pour revenir un petit peu au sermon, pour être franc avec vous, je n'étais pas du tout au courant de la mise en place du sermon. J'étais informé par mon directeur de thèse la veille de ma soutenance. Et voilà, il m'avait demandé si je voulais prêter serment, même si c'était facultatif. Et en principe, j'étais partant, sincèrement. Sans hésiter, parce que c'était quelque chose d'assez naturel et c'est quelque chose que, comment dirais-je, comme je viens de dire récemment, c'est une pratique que nous avons faite lors des 3 années, donc c'était, il n'y avait aucune hésitation en fin de compte. Et ce que je voulais dire encore, il y a une autre chose, bien sûr, je pense que Madame Marianne l'avait précisé, même dans l'école doctorale sciences physiques et de l'ingénieur, on a eu une formation sur l'éthique et l'intégrité scientifique en première année de thèse. Je pense aussi, en parallèle du serment docteur, c'est une formation qui est intéressante, qui va compléter un petit peu
cette histoire, je dirais, le serment du docteur qui est prononcé à la fin de la soutenance. Et voilà, et bon, pour moi, en fait, pour le serment, en retour d'expérience, je l'avais prononcé à la fin de ma soutenance, après délibération du jury. C'était un moment sympathique, très apprécié de la part des enseignants-chercheurs et doctorants qui étaient présents à la soutenance. J'ai même reçu pas mal de... j'ai reçu quand même... J'avais l'occasion de discuter un petit peu avec les doctorants qui étaient présents et j'estime en fait qu'ils étaient, je dirais tous, partants et motivés, je dirais, pour prêter serment. Donc je pense que c'est un point qui est très positif. Et même ma famille aussi, ils étaient un petit peu émus. Il y a mes parents qui m'ont demandé, ils n'avaient pas vraiment trop compris ce que voilà j'avais prêté serment à la fin. Bon, je leur ai expliqué à la fin. Bon. Et voilà pour conclure, je pense que je suis plutôt favorable, je dirais, pour la prestation du serment. Je pense que c'est quelque chose qui est naturel, qui est fondamental et important pour la carrière d'un chercheur. Et personnellement, je trouve que cette question d'intégrité scientifique, ça devrait être, je dirais, la boussole qui guide un petit peu en fait la carrière d'un chercheur en général. C'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Chemiski. Donc vous êtes directeur adjoint de l'école doctorale de Bordeaux de sciences physiques et de l'ingénieur. Nous vous écoutons. Bonsoir et merci également pour l'invitation et puis pour l'organisation de cette belle soirée qui est l'occasion de discuter de l'intégrité scientifique. Alors, on pourrait avoir tendance à dire que dans les disciplines de la mécanique, alors on est bien représenté au niveau de la mécanique ici, aussi avec Sylvie Pommier, mais je vois Lagrange ici, Cauchy un peu plus loin, c'est une approche naturelle, a priori, pour une discipline qui émarge au sein des mathématiques, alors, au moins historiquement, au sein des mathématiques appliquées. Mais finalement, le contexte actuel menace quand même un petit peu l'intégrité scientifique. Et je crois que ça a été l'occasion de discussions intéressantes avec Aymen, qui dès le départ, nous a formulé le souhait de mener une carrière académique. Et donc il semblait important d'échanger notamment sur les thématiques de la publication scientifique. Et bon, il faut le dire, actuellement, les publications scientifiques, c'est une métrique de l'activité scientifique. Et je pense que c'est une tentation au manquement de l'intégrité scientifique, en particulier pour les jeunes chercheurs. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut échanger régulièrement. Les codes de la publication évoluent vite actuellement. Alors j'aurais tendance à dire pour le meilleur avec l'activité science ouverte, mais aussi pour le pire. Et donc là aussi, il y a des points de vigilance, à mon avis, et donc il faut savoir échanger avec les jeunes chercheurs. Et puis nous sommes à l'ère de la post-vérité, et donc cette notion accroît les difficultés de communication et d'existence aussi du chercheur dans le débat public. Donc de mon point de vue, alors du point de vue peut-être du scientifique que je suis, le serment c'est un outil au service de l'intégrité scientifique aussi, mais c'est aussi un outil au service de la promotion du doctorat. Parce que ça renforce la valeur de la parole du docteur. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors sur un autre registre, du point de vue du directeur adjoint d'une école doctorale, il y a un objectif presque opérationnel qui est de mettre en œuvre la formulation de ce serment, l'organisation de la nouvelle organisation, on va dire, d'une soutenance de thèse. Et donc l'idée, c'était, outre de montrer l'exemple aussi, d'avoir une observation préliminaire sur le déroulement du serment, sur le ressenti aussi auprès du public. Alors Aymen en a parlé, le ressenti est plutôt positif, notamment du point de vue des doctorants, mais je pense que, alors il y a eu un petit effet surprise, puisque j'ai effectivement averti, j'ai pris un peu tardivement la décision de proposer à Aymen de prêter serment. Alors Aymen, je l'ai prévenu la veille, et puis le président du jury, je l'ai prévenu après le café. Donc il y a eu peut-être un petit peu d'effet surprise dans cette première initiative.
Et bon, c'est un retour aussi, hein, je pense qu'il faut... il s'agira aussi pour les personnes qui organisent les futures soutenances de thèse, de donner toute la place nécessaire et solennelle aussi à ce serment qui vient quand même clôturer une formation par et à la recherche. Et puis je finirai par le point de vue du directeur de thèse. Effectivement, il s'agit de mon point de vue, une magnifique opportunité de formaliser et puis de clôturer aussi cette diffusion de l'intégrité scientifique tout au long du dialogue qu'on a avec un doctorant pendant 3 ans. Alors bon, j'avais bien sûr aucun doute sur on va dire, sur le terreau de l'intégrité scientifique de Aymen, hein, mais je pense qu'au vu de son souhait de carrière, alors ça aurait pu être un autre souhait de carrière, ça changeait pas grand-chose, mais étant donné qu'il l'a formulé assez tôt, le souhait de poursuivre dans l'académie, la question de la publication scientifique devenait centrale. Et donc, il y a quand même un enjeu, je pense, au niveau de ce dialogue pour des futurs chercheurs. Parce qu'il y a un besoin de retrouver, je pense, de la sérénité dans les questions de la publication scientifique, mais c'est à opposer avec les inquiétudes de poursuite de carrière d'un jeune chercheur. Il s'agit aussi d'essayer, dans le dialogue avec un jeune chercheur, de promouvoir et de développer le travail collaboratif, et puis de s'inscrire dans une démarche de sciences ouvertes. Alors j'ai rajouté répétable, expliqué et exposé, alors notamment dans le sujet qui nous concernait avec Aymen, qui était, il a dit, des interactions entre sciences physiques et mathématiques appliquées et intelligence artificielle. Et donc là, la notion d'explicabilité et le fait d'exposer aussi son code de calcul, sa méthodologie, ses algorithmes, ça nous semblait un point central de discussion, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, de publier en sciences ouvertes, en fait, tous les résultats et les algorithmes de la thèse d'Aymen. Voilà, alors en conclusion, je formule le souhait que ce serment il puisse aider à initier et continuer on va dire, d'entretenir des échanges soutenus et passionnants entre l'équipe d'encadrement et un doctorant. Et puis, j'espère que ce serment va permettre aussi d'équiper le jeune chercheur, puis aussi le moins jeune chercheur également, dans son travail de communication, notamment dans l'espace public. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Fanny Chasseloup, qui a soutenu sa thèse un petit peu plus tôt, le 20 octobre, à Paris-Saclay, en endocrinologie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour l'accueil et cette belle soirée. Donc, je suis Fanny Chasseloup. Je suis initialement médecin endocrinologue. Je suis diplômée de médecine depuis 2019 et j'ai souhaité poursuivre ma formation, si je puis dire, par un doctorat de sciences que j'ai effectué au sein de l'université Paris-Saclay dans une unité de recherche INSERM sur la physiologie et les physiopathologies endocriniennes. Alors, moi, j'ai appris ce serment par les newsletters de l'école doctorale, pour être très franche. Et ensuite, j'ai appris qu'on pouvait prêter serment, même en avance de l'obligation, dans les webinars de Madame Pommier. Donc, voilà, l'information était bien arrivée jusqu'à moi. J'ai demandé rapidement à mon directeur de thèse, le professeur Kameniki, de prêter serment. Il m'a tout de suite validé que je pouvais, et c'était vraiment une initiative de ma part, pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. La première, c'était que, en fait, j'avais prêté serment lors de ma thèse de médecine, donc le serment d'Hippocrate, et ça avait été un moment que j'avais trouvé particulièrement émouvant. Ça conclut en fait les années de médecine. C'est quelque chose qu'on a envie de faire au cours de ces années, et on imagine ce moment où on pourra enfin prêter serment. Et donc j'avais trouvé que ce moment était particulièrement chargé d'émotions, et j'avais envie un peu de retrouver cette sensation-là. Et surtout, j'avais envie de donner une certaine légitimité au doctorat de sciences, qui dans mon parcours pouvait paraître comme quelque chose, voilà, je faisais ça pour une carrière académique, mais finalement pas seulement, c'était une vraie volonté de ma part de faire de la recherche, et je trouvais que prêter serment donnait toute sa légitimité à cette démarche de chercheur. L'autre raison, c'est que j'ai travaillé sur une thématique où l'éthique est importante, puisque j'ai travaillé sur la génétique,
et qu'on a identifié un gène dans une maladie, et identifier ce gène dans cette maladie avait des implications assez importantes en termes de recherche translationnelle et en termes de prise en charge des patients. Et donc, du coup, je trouvais que voilà, prêter serment et souligner l'intégrité scientifique et l'intégrité de cette recherche avait toute sa place à la fin de cette thèse. Et puis enfin, pour être très transparente, je trouvais que le moment solennel allait être aussi important pour mes proches, qui, après une soutenance qui a été un peu longue, avaient un peu perdu probablement le fil de ce que je racontais. Et donc ça a permis un peu de raccrocher tout le monde à la fin de cette soutenance, et c'était pour ça très agréable. J'ai d'ailleurs la présidente du jury avait un peu oublié ça, donc j'ai moi-même demandé à ce qu'on le fasse. Et donc elle m'a tout de suite dit bien sûr, faisons-le. Et en effet, tout le monde a apprécié. Et je pense que le texte est assez est chargé de beaucoup d'une thématique qui est très importante en recherche, et de dire au moment où je prends ce doctorat, je prends aussi la responsabilité de devenir un chercheur intègre, éthique, et voilà, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de clôturer cette soutenance. Donc j'espère que tout le monde l'accueillera de manière positive, parce que je pense que c'est très positif, et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bien. Bon, je crois que vous êtes seul, personne d'autre de votre école n'est présent. Donc, nous avons le dernier témoignage, qui est celui de Iven Amarawali, qui a soutenu sa thèse encore plus tôt, c'est-à-dire le 22 septembre, à Paris-Saclay, cette fois en mathématiques. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Ivan Amara, je suis docteur en mathématiques appliquées. J'ai soutenu ma thèse le 22 septembre 2022. Et donc aujourd'hui, je suis actuellement ingénieur de recherche à EDF R&D, également professeur associé à l'Université Paris-Saclay. Avant de commencer, je voulais quand même avoir un petit mot pour mes directeurs de thèse qui ne sont pas là ce soir. Pascal Massard et Jean-Michel Poggi, et mes co-encadrants, Yannick Goud et Viviane, sans qui j'aurais pas pu effectivement parler devant vous aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir ce grade de docteur. Et donc mon sujet de thèse, il portait sur la modélisation de la charge des véhicules électriques, donc un sujet plutôt d'actualité, et notamment prévoir la demande en électricité de ces véhicules pour éviter une accumulation des contraintes sur le réseau électrique, éviter les blackouts dont on parle tellement en ce moment. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé des méthodes de machine learning et de statistiques, donc ça fait écho également aux travaux d'Aymen sur l'intelligence artificielle. Je vais en dire quelques mots d'ailleurs aussi. Et donc j'ai appris l'existence du serment, voilà, encore une fois, c'est pas très nouveau, pas à travers Sylvie Pommier du coup, lors d'un séminaire des doctorants, voilà. Et alors, ce qui me démarque un petit peu de mes camarades ce soir aussi, c'est que j'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'avais la volonté de prononcer ce serment, mais malheureusement, le fait est que je n'ai pas pu le prononcer le jour de ma thèse. La procédure n'était pas forcément claire pour tous, voilà, que ce soit au niveau du jury, moi-même et mes directeurs, voilà. Donc j'avais exprimé un peu cette volonté, mais à demi-mot, c'est aussi en grande partie de ma faute, hein, voilà, j'assume totalement. Et pour autant, je trouvais que l'occasion de ce soir de discuter avec vous de ce serment était une bonne manière pour moi de me rattraper. Donc c'est pour ça aussi que je suis là. Et donc j'ai trouvé effectivement, parce que vous avez tous parlé, mes petits camarades, juste avant, que le serment était pour vous un moment beaucoup chargé d'émotions, en fait, à la fin de votre soutenance. Moi, c'est vrai que du coup, là-dessus, à la fin de la soutenance, il y a eu le discours un peu formel du jury. Et bon, il y a un petit moment de blanc, et c'est vrai que je savais pas trop quoi dire. Et je pense que Serment déjà gérera un petit peu ce moment embarrassant après que le jury nous passe un peu la parole et qu'on sait pas trop exactement quoi dire. Au moins, ça nous met en clair ce qu'on peut dire et ce qu'on peut énoncer. Donc bien sûr, voilà, les remerciements, mais également voilà ce serment très formel qui permet vraiment de souligner l'intégrité scientifique, qui, je pense, est un pilier fondamental de la vie du chercheur. Et notamment, je reviens au domaine de l'intelligence artificielle, qui est très actuel et en particulier appliqué au monde des énergies. Alors, je voulais juste du coup m'attarder sur finalement les termes exacts de ce serment, et notamment la fin du serment, qui souligne que, en tant que doctorant et en tant que chercheur, du coup par la suite, on cherche à avoir une conduite intègre dans notre rapport au savoir, nos méthodes
et nos résultats. Donc ces 3 points-là, le rapport au savoir, les méthodes et les résultats. Et donc, on ne peut pas attendre trop longtemps non plus pour appliquer ce serment. Et donc pour moi, le rapport au savoir, comment il s'exprime finalement dans mon domaine et je pense dans d'autres, c'est à travers le partage et l'enseignement. Donc pour moi, c'est très important, nous en tant que chercheurs, de partager nos connaissances, que ce soit à travers de publications, savoir effectivement poste de professeur associé à l'université Paris-Saclay ou chargé de TD, la vulgarisation scientifique et la médiation. Voilà, et je pense que ça c'est clairement commun à tous les domaines, c'est pas spécifique à l'intelligence artificielle ou à la statistique. Au niveau des méthodes, donc qui est le deuxième point effectivement dans cette dernière phrase du serment, je pense que pour moi, à titre personnel, ça évoque beaucoup le respect des individus et des territoires. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup la collecte des données, également les biais et tout ce qui est la variance de nos modèles qui peut justement influer sur les conséquences de nos décisions. Et effectivement, c'est très important, à mon sens, de à la fois, élever cet outil qu'on a, l'intelligence artificielle, la statistique, les maths de manière générale, comme un outil d'aide à la décision, mais toujours, et je pense que, je ne sais plus exactement qui le disait tout à l'heure, mais le doute, c'est quelque chose de très important aussi là-dessus, dans ces modèles-là, et toujours se remettre en question. C'est, je pense, un pilier fondamental dans nos méthodes et dans notre intégrité scientifique en tant que chercheur. Et enfin, le dernier point sur les résultats de notre recherche. Et pour moi, ce que ça évoque en tant que chercheur, c'est la transparence. Parce que souvent, on voit dans les publications des résultats, des perfs, tout ce qu'on veut, mais effectivement, ça manque beaucoup de transparence. Comment on est arrivé à ces résultats, comment on a réussi finalement le cheminement qui est plus intéressant finalement presque que la performance en fin de papier. C'est vraiment le chemin qui est très important et finalement, on peut tous faire des erreurs dans nos modèles, dans tous nos travaux, mais ce qui est important, c'est, malgré l'exigence et la rigueur bien sûr que implique un doctorat et un métier de chercheur, évidemment, mais ce qui est important, c'est d'être transparent sur nos hypothèses, sur les axiomes et être capable effectivement de les transmettre de manière pédagogique. Voilà. Donc c'était là-dessus pour ces 3 mots du serment. Et pour conclure, bien que j'ai pas pu prêter serment du coup pendant ma thèse, je vois pas de meilleur moment ou endroit pour le refaire. Du coup, je m'engage ici, maintenant devant vous, à avoir une conduite intègre. Alors je reprends du coup les termes exacts du coup. Dans une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Je vous remercie beaucoup. Vous auriez pu prendre le temps de le prononcer intégralement, si vous voulez. Bon, c'est très bien. Vous avez même été filmé en train de le prononcer, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les jeunes docteurs qui l'ont prononcé. Merci beaucoup. Donc, avant d'ouvrir à l'échange, je vais donner la parole successivement au sénateur Pierre Ouzoulias, qui est à l'origine de cette disposition législative, puis à Thierry Coulon et enfin à notre confrère Pierre Corvol qui vient d'arriver et qui pourra apporter quelques éléments. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toutes les personnes qui sont ce soir en vos grades et qualités. Comme on dit parfois, je suis très ému aussi d'assister à cette cérémonie, quasiment aussi ému que vous quand vous avez prononcé le serment, parce que c'est très rare pour un parlementaire de voir concrètement ce qu'il a pensé de façon un peu théorique, de façon un peu politique, sans parfois être assuré de la bonne voie qu'il prenait, et de s'apercevoir que finalement ça fonctionne et ça marche. Et alors ça, c'est très rare, et dans le métier de parlementaire, c'est des petites réjouissances sur lesquelles il faut absolument pas cracher, parce qu'elles sont peu nombreuses. Donc c'est un vrai bonheur. J'ai été très, très impressionné par ce que vous avez dit les uns et les autres, mais
Madame Lenné, franchement, si vous aviez eu ce discours dans l'hémicycle du Sénat, alors l'amendement a été voté à l'unanimité, mais là, je ne sais pas ce qui se passait. Là, il y avait une émeute parce que vous en avez parlé avec tellement de justesse que, franchement, j'aurais pu emprunter vos mots. Alors, pourquoi ça a réussi? J'espère. Après, on verra comment l'histoire juge ça. Parce que d'abord, c'est un dispositif qui s'inscrit dans la durée. C'est pas simplement un amendement déposé par un parlementaire et qui est adopté, je crois que c'était minuit et demi dans l'hémicycle du Sénat. Non, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le temps long de la réflexion. Et je me souviens très bien que quand Cédric Villani, président de l'OPEX, m'a demandé avec mon collègue Pierre Henriet de travailler sur l'intégrité scientifique, dès le départ, l'idée, c'était de se mettre dans le prolongement du travail du professeur Pierre Corvol, qui avait eu une demande politique qu'il avait honorée par un rapport qui s'était transformé par manque de temps en une circulaire ministérielle, mais votre ambition avait été dès le départ d'aller plus loin et vous n'aviez pas réussi. Donc notre idée, c'était de reprendre ce travail pour l'amener jusqu'à son terme législatif. Ensuite, un amendement, c'est très éphémère quand il n'est pas soutenu par la rapporteure, une femme en l'occurrence du texte dans lequel il doit s'inscrire. Et Laure Darcos, ma collègue sénatrice de l'Essonne, tout de suite a compris l'intérêt de l'intégrité scientifique et plus largement de ce serment, parce que on siège pas tout à fait sur les mêmes bancs dans l'hémicycle, mais il y a quand même un fond qui nous parle à tous les deux. Alors après, au Sénat, moi je siège plutôt à gauche, voire même à l'extrême gauche, et de temps en temps on me dit que je suis le dernier gaulliste du Sénat, mais Laure Darcos aussi, donc on devait se retrouver sur un vieux fond qui est un fond républicain, qui est, en ce qui me concerne, c'est la pensée de Condorcet, c'est l'idée que la République, c'est la nation apprenante, et qu'elle s'émancipe et elle trace son parcours dans l'histoire grâce à la connaissance, grâce à la science. Et aujourd'hui, quand on dit ça, c'est un discours qui n'est pas toujours facile à prononcer, parce qu'il y en a un autre qui est contraire, qui est violent, qui est contre la rationalité, contre la science, contre les scientifiques, qui monte, qui est plus entendu malheureusement que le vôtre, et dans lequel il n'y a aucune notion d'altruisme, comme vous l'avez très justement dit, parce que la science, elle est d'abord au service des autres, de l'humanité et de la connaissance en général. Alors, après, sur l'acte lui-même, et mon petit apport personnel, moi j'ai soutenu une thèse, j'ai été quelques fois dans des jurys de thèse, et comme vous, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Que dans la scène qui se produisait, il manquait la grande scène de l'acte 3. C'est-à-dire que le jury revient, il délibère, il donne son avis, et là, il y a un moment de vide où on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. Et dans le meilleur des cas, le nouveau docteur dit maintenant, je vous invite à boire un coup. C'est un peu brutal, un peu trivial. Donc, il manque là un petit événement théâtral qui fait que, de façon solennelle, il se passe quelque chose et on partage. On partage entre le doctorant, la famille, c'est très important, et les membres du jury. Il y a une forme d'égrégore, voilà, qui fait que on est en symbiose sur des valeurs et des principes très très forts. Et je me souviens que dans l'hémicycle, quand je défends cet amendement, je dis à la fin, de façon un peu humoristique, et l'objectif, c'est de faire pleurer les mamans. Et alors là, mes collègues sénateurs disent « Mais oui, mais en effet, c'est tout à fait important. » Et c'est peut-être comme ça que l'amendement a été voté à l'unanimité. Ce qui est important, et vous l'avez dit très justement, c'est que notre époque vit un paradoxe absolument incroyable. Il y a une montée de l'irrationnel. Le comportement de certains scientifiques est loin d'être conforme à des règles déontologiques qu'on devrait s'imposer et respecter, notamment en période d'épidémie. Et nos regards se tournent plutôt vers le sud de la France,
dans une fondation Massaliote du 7e siècle. Voilà, vous voyez à quoi je veux faire allusion. Alors que jamais notre humanité n'a eu autant besoin de la science. On est confronté à des défis, et le premier d'entre eux, le défi climatique, qu'on ne pourra pas résoudre sans la science, sans la connaissance, sans l'intelligence collective, sans la mobilisation générale de tous les esprits. Et je pense que pour un jeune aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, d'extrêmement mobilisateur. Les jeunes, ils sont angoissés par la crise climatique, par la guerre en Europe, et leur dire nous te faisons confiance, et par le serment que tu vas prononcer, tu vas t'engager par ta science à transformer le monde, l'humanité, voire même sauver l'humanité, je pense que c'est pas une petite chose. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort et qui est une façon pour la République de dire nous avons confiance en la science et nous avons confiance dans la jeunesse, dans la façon dont elle va porter la science. Et le serment de thèse, c'est ça. Alors, si moi, on m'avait laissé faire, et si on m'avait laissé rédiger le serment, ça aurait été un truc impossible à dire, pompeux, amphigorique, etc. Et de temps en temps, c'est bien de laisser les parlementaires où ils sont, c'est-à-dire dans les hémicycles, et je trouve que la rédaction, telle que vous l'avez conçue collectivement avec l'Office, le réseau national des collèges doctoraux et l'Académie des sciences, avec vous, Pierre Sernat, est très fort. Il est très juste, il est simple, il ne prête pas à confusion, il n'y a pas d'ambiguïté, on comprend exactement ce qu'il est, et pour finir, j'ai une fille qui est interne en médecine, une autre qui va préparer un doctorat, et ce que j'attends, c'est de verser une petite larme quand elles prononceront le serment de thèse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thierry, donc Thierry Coulon, président du HCERS. Le moins que je puisse faire après avoir été honteusement en retard, c'est d'être bref. La première chose, c'est que je ne suis plus surpris, après avoir écouté le sénateur Ouzoulias, d'être entièrement d'accord avec lui. Plus du tout. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on était censé poser quelques questions aux jeunes docteurs, mais vous n'avez besoin qu'on vous pose aucune question. Vous avez expliqué magnifiquement ce que vous avez fait, à la fois en vous passant dans un cadre général et à chaque fois en expliquant la raison particulière, la raison personnelle qui vous avait fait vous engager dans ce serment. Alors, je voudrais simplement évoquer 3 points très rapidement. L'intégrité scientifique, la loi et les rites. L'intégrité scientifique, on le sait, notre pays était en retard. Pierre Corvol, à un certain moment, a lancé un mouvement. Il se trouve que, pour des raisons contingentes, le HCERS a été chargé d'accueillir l'Office français de l'intégrité scientifique et de l'incuber. Ça a un côté contingent. Pour certains, ça a même eu un côté baroque. Nous, on en est extrêmement fiers. Je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre l'évaluation et l'intégrité scientifique, et que l'intégrité scientifique peut faire évoluer les méthodes d'évaluation dans le bon sens. C'est bien pourquoi on a signé DORA, c'est bien pourquoi les métriques quantitatives, brutales et perverses ne sont pas tellement notre truc. Et donc, c'est une évolution qui est bénéfique, je l'espère, pour l'Office, et c'est une évolution qui est bénéfique pour le HCERS. Le deuxième point, c'est la loi. Le législateur, quand il s'occupe de recherche, s'occupe de financement, c'est bien. Il avance des outils, c'est bien aussi. S'il doit s'avancer du côté des pratiques de la recherche, je crois qu'il y a une espèce de tremblement ou d'hésitation. En la matière, le législateur, en faisant entrer de plein pied dans la loi l'intégrité scientifique, a accompli un geste extrêmement important. Et je dois dire qu'à propos du serment, il a sans doute accompli un geste audacieux. Pour ma part, franchement, je me demandais si ça prendrait. Voilà, toi aussi, bon, ok. Bon. Et donc, les rites. Les rites, c'est fascinant de voir comment ça s'installe. Enfin, ça peut ne pas s'installer, ça peut ne pas marcher, et ça ne s'installe certainement pas par l'obligation. Donc là où la loi était forte, c'est qu'elle n'a pas instauré une obligation à partir de rien. Elle a senti qu'il y avait une espèce de... D'abord, il y avait une question que se posait la communauté scientifique à elle-même,
et pas seulement à cause des événements récents, je pense à cause de mouvements extrêmement profonds, et elle a senti le moment où les choses pouvaient basculer. L'Académie, les institutions scientifiques ont certainement joué un grand rôle, les communautés aussi. Alors évidemment, on peut être un tout petit peu inquiet en se demandant si tout n'est pas dû à Sylvie Pommier, d'une certaine manière, mais avoir quelques pionniers qui lèvent l'étendard, c'est aussi très bien, et quelque chose nous dit dans ce qu'on a écouté que le mouvement est lancé. Et je reprendrai aussi ce que disait le sénateur Ouzoulias tout à l'heure, c'est que finalement les soutenances se terminaient comment? Elles se terminaient par des félicitations. Félicitations, c'est le sentiment du succès, c'est la satisfaction, c'est quelque chose d'individuel, et c'est très bien, après tout, d'être content de son travail et qu'on vous le manifeste. Mais le serment, c'est autre chose, c'est la gravité, c'est se placer dans une préoccupation éthique, et c'est se placer, quelqu'un le disait tout à l'heure, en rappelant que la recherche est un collectif, et que le collectif est basé sur des règles, et aussi des rites qui sont une espèce de fiction, mais une fiction qui nous fait vivre en société. Donc je crois que vous qui avez déjà prêté le serment, vous souviendrez d'avoir été là, et nous on se souviendra d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Bon, la parole est à Pierre Corvol. Excusez-moi tout d'abord d'arriver en retard, mais j'avais une réunion au Collège de France importante. J'ai travaillé pendant 40 ans pratiquement avec la même secrétaire, et elle a joué un rôle absolument essentiel dans le développement de tout ce que nous avons pu réaliser au Collège. Je ne pouvais pas ne pas être là. Mais je ne pouvais pas non plus ne pas être là ce soir, parce que nous avons évoqué plutôt que réellement travailler avec Laurent Degauche, je me rappelle bien, lors du rapport sur l'intégrité scientifique, nous avions travaillé sur l'idée d'un serment. Pourquoi? Parce que, au fond, Laurent Degauche, comme certains autres de ce comité préparatoire au rapport que nous avons soumis, était médecin. Et donc, ça nous a semblé logique, médecin scientifique, d'avoir aussi, au fond, la même démarche pour la science que pour la médecine. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, le serment d'Hippocrate, c'est un serment de responsabilisation. Donc, moi, je pense que, à l'heure actuelle, ce qui me frappe, moi, en regardant avec un peu plus de recul l'intégrité scientifique que ce que je pouvais en avoir il y a maintenant déjà 6 ans, c'est que la communauté des chercheurs et la communauté, j'imagine, plus générale encore, se posent des questions qu'elles ne se posaient pas en termes de responsabilité scientifique et de rapport avec la science, ce que l'on doit dire, ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Bref, il y a en quelque sorte un mouvement profond, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, le fait qu'à l'heure actuelle, ce qui semblait impossible se fait. C'est-à-dire que, justement, il y a des jeunes qui témoignent que finalement, ça n'est pas contraire à ce qu'ils pensent que de faire un serment, même si ça peut sembler désuet ou bien mal adapté. Moi, je trouve que c'est pour cela que je voulais venir. C'est parce que il me semble que c'est une direction nouvelle. Pour moi, en tout cas, c'est une prise de conscience suffisamment récente pour que les plus âgés s'y intéressent et donnent, dans la mesure du possible, les outils. Je sais que Pierre Lénard a beaucoup travaillé, tu avais travaillé longtemps là-dessus. Je me rappelle avoir discuté avec vous, Madame Pommier, en Zoom durant le Covid, parce que le sujet réellement m'intéressait. Voilà. Alors, je suis pas le ravi de la crèche, hein. Je sais très bien que c'est une étape parmi d'autres, il y en aura d'autres à faire, mais chaque fois qu'on fait un progrès comme mettre l'intégrité scientifique dans la loi avec la définition, toute définition peut être améliorée, elle est améliorable, mais enfin, on est, je pense, dans une dynamique, même si ce sera un petit peu en dents de scie, on est dans une dynamique ascendante, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est peut-être un petit peu naïf, mais moi, je suis un optimiste, et il le faut quand on est médecin et scientifique. Merci Pierre. Nous avons donc maintenant la possibilité d'échanger, de questionner. Si vous voulez bien, en posant une question, levez la main et activez votre micro. Tout le monde vous entendra mieux. Les questions peuvent être évidemment adressées à tous ceux qui ont pris la parole jusqu'à maintenant.
Oui, Laurent de Gost. Il n'y a pas beaucoup de questions. Nous avions fait un serment à partir du serment de Michel Serres, et je l'avais appliqué quand j'étais directeur de l'école doctorale biologie et biotechnologie entre 1993 et 2003. Et donc, je m'étais aperçu des mêmes caractères que l'on vient voir aujourd'hui. La grande émotion, en fin de compte, l'étonnement d'abord du doctorant et sa grande émotion, ce caractère un peu solennel qui mettait fin à 3 ans ou 4 ans, même à l'époque de travaux. On voyait aussi la famille et tous les autres qui assistaient très émus jusqu'aux pleurs de la famille. C'était vraiment un moment important. Par contre, il y avait une certaine, je dirais pas indifférence, mais en tout cas que ça ait lieu ou que ce n'ait pas lieu, de la part du jury, qui était un peu en train de se demander qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'est que ce moment-là. Et peut-être mon commentaire et peut-être ma question, c'est qu'après moi, ça n'a pas continué. Et donc je voudrais être sûr que ça puisse continuer, ce genre de serment du scientifique. Et pourquoi ça n'a pas continué? Donc c'est une des questions pour l'instant pour laquelle je n'ai pas de réponse, mais il faudra bien veiller en fin de compte au long terme de ce serment du scientifique. Une question pour l'une de vous deux. Je dirais que veiller sur le long terme. À droite. Pardon. Alors veiller sur le long terme. C'est dans la loi, donc je pense qu'à moins qu'on le retire, effectivement, on a instauré quelque chose. Mais comme ça a été très bien dit par Thierry Coulon, c'est pas parce que c'est dans la loi que ça prend. Il faut aussi que ça réponde effectivement à des besoins, des souhaits, enfin voilà, que ça porte, que ça continue de porter cette émotion. Et je pense que si ça n'a pas continué et si, comme vous l'avez dit, les membres du jury ne se sentaient pas forcément associés, c'est aussi parce que c'était pas généralisé. À partir du moment où on emporte toute la France, on aura, je pense, beaucoup plus de facilité à le faire bien fonctionner. Alors, je voulais en profiter pour témoigner aussi de quelque chose que j'ai vu, c'est qu'on a eu, moi je disais, on a fait des webinaires, effectivement, pour expliquer tous ces changements. Mais j'en ai fait aussi avec les directeurs de thèse. Et on a eu des demandes en disant bon, et nous on l'a pas prononcé. Est-ce qu'on peut prononcer le serment? Donc, on a écrit dans notre guide de soutenance les membres de l'assistance qui sont là, qui viennent assister aux soutenances, peuvent prononcer le serment en même temps que le doctorant, l'accompagner dans sa prestation de serment. Il n'y a pas de problème. Mais oui, on a eu des demandes comme ça. Donc, je trouve que ça témoigne d'un certain enthousiasme de la communauté. Une autre question. Alors, si vous me permettez, je vais en poser une à l'un des jeunes docteurs ou doctoreux. Vous avez mentionné vos camarades de la promotion de l'école doctorale qui ont écouté ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez être un peu, l'un ou l'une d'entre vous, être un peu plus explicite sur la parole qui a circulé à ce moment-là entre vous et la manière dont eux-mêmes ou elles-mêmes l'envisagent pour la suite? Fonctionne. Voilà. À vrai dire, j'ai pas beaucoup eu l'occasion d'échanger avec eux tout de suite après, mais je pense qu'ils l'ont reçu de la même manière que toutes les personnes qui étaient dans la salle. Tout le monde a été très ému, et je pense, au vu de ce que j'ai perçu, de ce qu'ils m'ont rapporté par la suite, c'est qu'ils ont hâte eux aussi que ça soit leur tour. Voilà. Et avant, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, en fait, clôturer une soutenance de thèse après 1 heure de parole où on a tenu en haleine tout le monde, essayé de capter l'attention de tout le monde pendant plus d'1 heure, et plus les questions par la suite. Moi, ma soutenance a été particulièrement longue. Le fait de clôturer ainsi, c'est vraiment une belle clôture, une belle façon de récompenser,
de s'engager encore une fois et tout le monde est venu me dire, dont les futurs docteurs qui vont soutenir prochainement, que c'était super. C'est ça leur mot, c'est que c'était super. Et donc je pense qu'ils ont vraiment hâte. Voilà. Une autre question, oui, madame. Il faut que je sache comment ça fonctionne. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour les doctorants pour leur témoignage. Donc, moi, je suis Yara Boukani, je suis docteur en génétique. J'ai soutenu ma thèse en septembre 2021. Et donc, j'ai pas vraiment une question, mais juste un partage d'avis, d'expérience. Donc, j'aurais bien aimé prêter serment. Donc, après ma thèse, j'ai pas eu l'occasion parce que c'était pas encore dans la loi. Mais je félicite les personnes qui ont travaillé sur ce projet parce que, en tant que doctorante qui a soutenu sa thèse il n'y a pas très longtemps, donc j'aurais bien aimé le faire. Et je suis sûre que mes collègues aussi et tous les doctorants dans mon laboratoire et ailleurs aimeraient le faire. Donc merci. Très bien. Vous-même Oui. Roger Guérin, je suis référent à l'intégrité scientifique à Sorbonne Université. Et ma question est, je suis convaincu de l'intérêt de ce serment, de l'importance de ce serment, mais quand les questions sont posées sur la pérennité de ce serment, il me semble qu'il reste quand même une zone d'ombre dans le fait que ce serment doit être prononcé à l'issue du titre de docteur et avec une obligation qui est pas forcément totale. C'est-à-dire que on a eu une réunion à l'office où l'office a reçu les différents référents le 17 novembre dernier, de décembre, pardon, de novembre. Et cette question a été abordée et ça m'a semblé encore une zone d'incertitude. Donc j'aimerais avoir des précisions sur ça. Question est pour Madame Rolfi. Oui, bien volontiers. C'est-à-dire que les services juridiques du ministère ont été très clairs. Pour obtenir un doctorat, un diplôme national comme le doctorat, ce n'est pas subordonné à la prestation de serment. Le serment, néanmoins, est obligatoire par la loi. Donc, en fait, la chose est claire. Le serment est obligatoire par la loi, mais l'obtention d'un diplôme national comme le doctorat ne dépend pas du fait qu'on ait respecté la loi en ce qui concerne ce serment-là. Alors, alors peut-être, monsieur le sénateur Ouzoulias, effectivement, il y a un certain nombre de lois en France où, mais peut-être, je vous laisse prendre la suite. Mais en principe, dans la loi, quand on définit une obligation, on définit aussi le régime de sanction si l'obligation n'est pas définie. Bon, que dans la loi, il n'y ait pas de régime de sanction, c'est parfaitement volontaire aussi. Voilà, j'en dirai pas plus. Il y a peut-être sur ce point, au fond, une vision binaire, c'est-à-dire si le doctorant accepte de prêter le serment, tout va bien. Hein. S'il refuse, y aura-t-il une trace du refus? Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Notre sentiment était que, à la fois à cause de l'importance du rite et de tout ce qui a été dit, il fallait que quelque part sur le relevé de la soutenance, il soit inscrit que le ou la doctorante a prêté serment ou n'a pas prêté serment. C'est ce qui est. Il est prévu que cela figure au procès-verbal. Voilà. Bon. Oui, alors je veux témoigner qu'en fait, on s'est tous précipités pour aller faire modifier nos systèmes d'information pour que quand on édite les nouveaux documents de soutenance, procès-verbal, il y ait bien la case à prononcer le serment, oui, non, ou oui, tout court. Enfin voilà, il faudra cocher la case. Alors moi, je voulais quand même dire qu'effectivement, cette question de l'obligation des sanctions, je pense que, bon, il faut se la poser, mais pour moi, c'est quand même pas le bon angle, parce que on est, à travers le serment, je pense sur le côté positif de l'intégrité scientifique. Très souvent, les questions d'intégrité scientifique ont été vécues comme un peu, je dirais, le côté punitif, la police un petit peu du milieu académique, et c'est pas toujours bien perçu. Alors que là, on affirme finalement des valeurs positives au cœur de nos missions, au cœur de ce à quoi on croit, voilà le cœur de l'activité du chercheur, ce qui fait un bon chercheur, de la bonne science et de l'intégrité scientifique. Donc, on est plutôt sur le bon versant.
Alors après, effectivement, en termes de sanctions, moi je voudrais dire aussi que le fait même si c'est juste une case à cocher sur un procès-verbal de soutenance, après les procès-verbaux de soutenance, on en fait usage. Par exemple, quand il y a une qualification, quand il y a un recrutement dans les postes de chercheurs, ce qui sera fait de ça, on ne le mesure pas aujourd'hui. Donc moi, c'est vrai que avoir un document, on dit on a refusé de prêter serment, c'est pas totalement positif pour le coup. Oui, Yves Quéret. Sur ce point, est-ce qu'il y a des médecins qui ont refusé de prêter le serment d'Hippocrate et qu'est-ce qui s'est passé en ce cas-là? En principe, il n'est pas médecin. Il n'est pas docteur. C'est vraiment obligatoire. Mais par contre, pour revenir au doctorant qui ne prêterait pas serment, c'est pas de lui-même, mais c'est souvent que le jury se dit ce n'est pas la peine de passer du temps à faire ça. C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'il y ait des jurys en disant puisque c'est pas obligatoire, on va pas le faire et c'est tout. Donc c'est pas la faute, en fin de compte, du doctorant qui, au contraire, je pense, a envie de montrer que solennellement il s'engage dans la recherche. C'est plutôt dans l'autre sens que je voyais le manque de serment. Je crois qu'il faut c'est obligatoire par la loi. Je crois qu'il faut pas dire qu'il faut vraiment dissocier la question de la condition d'obtention d'un diplôme et le fait de respecter la loi. Et effectivement, pour les raisons qui ont été rappelées, puis pour des raisons aussi juridiques, en France, à quelles conditions on peut refuser un diplôme à quelqu'un, et ces conditions ne sont pas liées, peuvent ne pas être liées au respect d'une loi. Bon, donc ça, c'est des points juridiques pour lesquels le ministère peut-être pourra un jour donner quelques détails, mais vraiment le message à faire passer, c'est pas de dire qu'il n'est pas obligatoire. On peut pas être plus obligatoire que par la loi, il me semble, mais le fait, l'obtention d'un diplôme n'est pas causalement dépendant du fait d'avoir été en conformité avec la loi. Je crois qu'il faut vraiment présenter les choses comme ça. Oui. Indépendamment de cet aspect juridique, moi, je suis, à titre personnel, un peu gêné par l'utilisation du mot symbolique pour qualifier le serment, parce que ce mot est généralement considéré comme signifiant sans portée. Or, je trouve que ce serment, c'est certainement l'une des nouveautés les plus importantes du droit de la recherche depuis de très nombreuses années. Et donc, l'utilisation de ce mot symbolique me gêne par rapport à l'importance que j'attache à cette grande nouveauté. C'est vrai que, par exemple, dans les fiches qui ont accompagné le serment, je remercie les chargés de projet de l'Office pour leur rédaction. Nous insistons sur la forte portée symbolique. Et on a justement fait attention de ne pas marquer que le serment est symbolique. Il a une forte portée symbolique, ce qui est différent de dire qu'il est seulement symbolique. Et donc là, il est tout à fait important de garder bien cela en tête. En tout cas, je crois que ce que nous avons entendu montrait qu'il avait une portée symbolique dès maintenant, et pour beaucoup. D'autres Oui. Oui, pour poursuivre à partir de cette question, est-ce qu'on pourrait imaginer un délit de non-respect de l'intégrité scientifique? Et je pose la question dans les deux sens, c'est-à-dire pas seulement que la société éventuellement puisse poursuivre un chercheur pour des raisons, par exemple, on a cité tout à l'heure les questions de dérive un peu de la pensée, de dérive irrationnelle, mais aussi, par exemple, un chercheur qui serait dans une entreprise et qui serait licencié parce qu'il essayait de maintenir son intégrité scientifique et qu'on lui force le bras, on lui tord le bras pour ne pas respecter ça. Donc, c'est un peu une question au législateur. Je comprends que c'est pas l'esprit de la loi pour le moment, mais je trouve quand même ça intéressant. Et je suis bien sûr attaché à la liberté d'expression, mais on a parlé un peu des problèmes de dérive. Ce que l'on mesure d'accompagnement que l'Office essaye d'apporter sur le terrain, et on insiste aussi sur le fait, mais le législateur l'avait exprimé, je crois, dès le départ, que c'est un serment qui est opposable. En quel sens? C'est-à-dire que l'on pourra, quel que soit le milieu professionnel dans lequel on évolue, si l'on nous demande de faire des choses qui sont en tension avec les attentes en matière d'intégrité scientifique, on pourra dire non, ne me demandez pas ça, moi j'ai prêté serment. Donc il est opposable en ce sens-là. Absolument. Et donc c'est vraiment aussi autre chose qu'on essaie de mettre en avant dans les documents qui peuvent accompagner le serment, c'est ce caractère opposable du serment, en ce sens-là.
Je crois avoir compris la question, même si je suis désolé, je ne l'ai pas écouté complètement. Mais pour reprendre un peu la problématique, et c'est la discussion que nous avions eue avec le professeur Corvol, est-ce que d'abord la science avait besoin du législateur pour régler des choses qu'elle, en principe, elle aurait dû régler elle-même par le jugement des pairs, par des procédures qui soient internes? Et on était arrivé à la question que oui, c'était nécessaire. Parce que les dérives de méconduite scientifique exigeaient à un moment donné l'intervention du législateur. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que quand la justice s'empare de ces méconduites, est-ce qu'elle les juge bien? Non, non. Elle juge bien, à peu près bien, le plagiat, parce que ça correspond à la propriété intellectuelle, elle connaît. Mais le reste, non, tout simplement parce que le jugement des pairs, il se fait en fonction de procédures disciplinaires qui sont particulièrement complexes, difficiles, spéciales, et que le juge n'a pas à connaître. Voilà. Donc, on voulait trouver un système qui mette au niveau de la loi la nécessité du respect de l'intégrité scientifique, mais ensuite laisser aux universités, aux opérateurs de la recherche, le soin de définir les règles avec lesquelles ils allaient instruire les méconduites, les punir, si c'était le cas, et réhabiliter aussi les chercheurs après un certain temps. Donc tout le travail reste encore à faire, et je suis d'accord avec le professeur Corvol. Il y a des choses dans la loi, mais maintenant il faut que la pratique, sous l'autorité de l'Office, elle nous permette de comprendre comment les procédures vont gérer tout ça. Et il y a encore là beaucoup de travail. Si c'est nécessaire de revenir vers le législateur pour préciser des choses, le Sénat fera son travail comme souvent, mais c'est un processus qui est complexe, parce que la science, ça reste quand même le jugement des pairs par les pairs. Et on ne peut pas sortir complètement du milieu scientifique les méconduites scientifiques. Bon, je crois que nous... Oui, pardon. Oui, bonsoir. Je ne vous voyais pas, excusez-moi. Bonsoir. Je m'appelle Daria Lebozek, je travaille pour l'École des mines de Paris. J'ai une question donc au sujet de serment qui nous pose des docteurs et doctorants. Donc, je crois comprendre qu'on ne peut pas refuser vraiment le serment parce que c'est la loi. Et quelles conséquences pourront être aux doctorants s'ils refusent dans leur carrière scientifique? C'est des questions qui se posent dans les milieux. Oui. Merci. Donc, il sera connu qu'un docteur n'a pas prêté serment, puisque c'est dans le procès-verbal, qu'en feront les pairs, qu'en feront les professionnels avec qui il va évoluer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, je crois, décréter à ce jour. Je ne sais pas répondre à cette question. Il n'est pas interdit de penser que le docteur lui-même pourra évoluer dans sa pratique de l'éthique au fil de ses expériences de vie. Donc, je crois que, comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, on est devant un début. Et l'avenir nous dira ce que vous avez porté, mesdames et messieurs les docteurs. Je crois que le temps vient de conclure. Je le ferai de façon très brève. Je suis d'abord convaincu que notre pays, et vous l'avez rappelé, peut être fier d'avoir introduit ce serment et d'être peut-être le seul actuellement à l'avoir fait à cette échelle. L'échelle, c'est 14 000 docteurs qui vont passer leur doctorat dans l'année 2023. C'est 14 000 serments, moins peut-être quelques-uns, qui seront prêtés. Ce n'est pas rien. Et on peut imaginer que dans quelques années, le cumul de ces expériences individuelles pourra être traduit dans, je ne sais pas, des formes d'expression collective qui auront un sens considérable parce que, comme vous l'avez dit aussi, c'est la jeunesse qui porte cet avenir.
Le serment a été, à ma connaissance, mis en place pour la première fois sous le nom de serment d'Archimède par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en 1993. Un moment que, personnellement, j'ai trouvé fondamental, c'est le discours de réception du prix Nobel de la paix de Joseph Rotblat en 1995. Joseph Rotblat, physicien autrichien, fondateur du mouvement Pugwash, à l'origine de la lutte pour la réduction et la suppression des armements nucléaires, a dans son texte un passage magnifique, et je conseillerais volontiers au directeur d'école doctorale de le citer, de l'afficher éventuellement, parce que il va en un sens beaucoup plus loin que le propos du serment actuel, puisqu'il pose des problèmes que nous avons d'ailleurs rencontrés dans la rédaction par rapport à la recherche militaire, par exemple. Mais c'est un très beau texte et Joseph Rotblat est une figure de la science. Alors, il y a eu le texte d'un autre membre de l'Institut, qui n'était pas encore à l'époque, Michel Serres, en 1997, avec une proposition de serment qui était dans le lignée directe de ce texte de Joseph Rotblat. Et puis ensuite, Laurent de Gauss qui s'est exprimé, le rapport de Pierre Corvol en 2016, une note de bas de page, Pierre, je me souviens, dans ton rapport, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention à l'époque. Et puis finalement, ce que vous avez fait, Pierre Ouzoulias, et qui a été extraordinaire, par l'unanimité que vous avez obtenue sur votre amendement des deux chambres, ce qui n'est quand même pas rien. Merci, donc je l'ai déjà dit, je le répète, il y a un nom qui n'a pas été prononcé, ou deux plutôt, dans votre institution, c'est celui de Carole Chapin, avec laquelle nous avons travaillé en permanence, qui est ici et que je n'ai jamais vu qu'au téléphone, si je puis dire. Donc je suis content de vous voir, que vous avez été une interlocutrice formidable pour nous tout au long du processus. Et donc, je vous en remercie, ainsi que Hélène Lemeur, qui s'est chargée de la communication et qui est là aussi. Voilà, alors nous avons un serment, comme ça a été dit, il est peut-être améliorable à l'avenir. Je pense que c'était une sagesse du législateur que de le mentionner sous forme d'un arrêté, qui évidemment est plus facile à modifier qu'un décret ou qu'une loi. Et donc, il y aura peut-être des évolutions. Si vous me permettez d'exprimer un sentiment personnel sur ce texte auquel nous avons travaillé avec vous, c'est qu'une petite incise de quelques mots qui figuraient dans les versions successives, guidée par ma conscience, a disparu dans la version finale. Et ça m'a fait un peu mal au cœur à cause de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », qui est souvent cité, et puis à cause d'Antigone aussi, pour laquelle c'était finalement le moteur de sa résistance et sa volonté d'enterrer Polynice. Voilà. Mais à ceci près, merci à tous. Un petit cocktail vous attend au rez-de-chaussée. Nous sommes exactement à l'heure. Donc merci à chacune et chacun. Et puis nous vous souhaitons de belles carrières de chercheurs, de sages-femmes, d'ingénieurs et de créateurs industriels. Merci pour nous avoir fait partager vos sentiments, vos émotions et votre analyse rigoureuse de ce qu'est l'intégrité.